Bonjour et bienvenue à cet atelier en ligne qui s'intitule Le projet Nutriment et la nouvelle réglementation européenne sur les grains. J'aimerais me présenter. Je suis Ericelda Canage, la personne en charge des projets européens de l'Assemblée des régions européennes frutifères, légumières et horticoles. Tout d'abord, je voudrais remercier le directeur de l'IDEF Val de Leroy, Monsieur Hugo Krokenberg, pour avoir nous aidé avec l'organisation de cet atelier en ligne. Et en même temps, je voudrais aussi remercier M. Jean-Philippe Bernard de la Chambre maritime pour avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous. Je voudrais préciser que la Chambre d'agriculture c'est un des partenaires de projet Nutriment. L'objectif principal de cet atelier est de mettre en lumière de premiers résultats de projets de recherche Nutriment ainsi que d'informer vous tous sur la nouvelle réglementation européenne sur le fertilisant et sur différents produits et technologies récupérées de récupération d'azote et de phosphore. Le programme de cet atelier se déroulera en cette manière. Il sera une brève présentation de la REF pour qui qui ne connaît pas, et je continuerai avec la présentation du projet Nutriments. Sur la deuxième et troisième partie, M. Jean-Philippe Bernard présentera les règlements européens et sur le fertilisant et ensuite il présentera des produits provenant d'azote et de phosphore. À la fin de cette présentation, il est prévu une session de questions et de réponses. Je continuerai la présentation avec une brève présentation de la REFL qui nous sommes. La REFL, c'est l'Assemblée de régions européennes frutifères, légumières et floricoles, et une association créée en 2000. Nous représentons la voix des régions productrices de fruits et de légumes et de leur organisation de producteurs en Europe. La REFL est composée de 18 régions et 35 organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs dans 10 pays européens comme la France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Belgique, Irlande, Pays-Bas et Allemagne. Notre membre représente environ 500% de la production de fruits et de légumes en Europe. La spécificité de notre association consiste dans la structure. Il est composé d'un collège de région et d'un collège de producteurs. La complémentarité de ces deux instances permet d'adopter des positions communes entre les régions et les représentants d'organisations de producteurs. Je continuerai mon présentation avec le projet Nutriment. Le projet Nutriment signifie Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network. En français, réseau thématique sur la gestion de nutriments, de la récupération de nutriments. Le projet Nutriment est financé de le programme Horizon 2020, ROU 15 réseau thématique pour la diffusion de connaissances près à l'Empollier. Le coordinateur de ce projet, c'est Monsieur Edouard de Somme-Tarouman. Les personnes de contact pour RALEF en France, c'est Pauline Panegos et moi. Le projet a commencé en octobre 2018 avec une durée de 30 mois. Le consortium de projet Nutriment, il est composé de 18 partenaires provenant de 8 pays de l'Union européenne, 9 instituts de la recherche, 3 petites moyennes entreprises, 4 chambres de commerce et d'industrie, une association d'agriculteurs et une organisation à but non lucratif. Le projet Nutriment est un réseau thématique sur l'azote qui rassemble les connaissances scientifiques sur les grains organiques, et en particulier les produits, les technologies et les applications et les pratiques qui en découlent.
Ce réseau est chargé de transférer le secteur primaire les résultats scientifiques les plus innovants, compétitifs et commercialement prêts à l'employer. Le programme de recherche appliqué avec les pratiques industrielles donne l'intérêt profit de professionnels agricoles. L'agriculture et l'industrie alimentaire sont fortement dépendantes de ressources extérieures et visant en plus la durabilité à long terme. Il est urgent d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition vers une agriculture basée sur la connaissance. Les objectifs du projet Nutriments sont différents. Le premier objectif, il s'agit d'améliorer l'exploitation de cas pratiques et prêts à l'employer de la gestion de récupération d'azote et de phosphore, car ils ne sont pas encore suffisamment connus par les agriculteurs. L'action de Nutriments créera de nouvelles opportunités d'agriculture se développa des liens entre la recherche appliquée et les résultats pratiques agricoles en matière de gestion et de récupération de nutriments. La diffusion de ces connaissances sur les thèmes de la récupération et de l'utilisation d'un grain par la réalisation d'un synthèse de synthèse. Aussi, il y aura des formats EpiAgri. L'EpiAgri, c'est une plateforme de partenariat et européen pour diffuser les produits et la durabilité agricole. D'ici à 2022, l'année de mise en œuvre de harmonisation de la nouvelle législation européenne soulignera, les professionnels de l'agriculture connaîtront déjà ou ont essayé et appliqueront le produit de la filière de valorisation. Un autre l'objectif du projet Nutriments, c'est d'utiliser une approche ascendante, au mieux de considérer le point de vue des agriculteurs. Un jargon de projetation, il s'appelle l'approche bottom-up. En plus de diffuser et de partager la présentation des meilleures solutions existantes prêtes à l'employer et proches proche du marché de l'agriculture. En plus, il y aura la plateforme pour les agriculteurs. Il sera disponible juste à 2031. Avec ce slide ici, je voudrais vous présenter l'idée de projet Nutriments ou bien la connexion entre le nutriment et le producteur et aussi entre le nutriment et l'agriculteur et on échange aussi entre le nutriment et les conseillers agricoles. En plus, le projet Nutriments offre la possibilité d'une plateforme où dans cette plateforme, il y a une page dédiée de description de principales caractéristiques de produits ou de technologie. Il y a aussi un lien direct pour un engagement approprié dans l'agriculture. Sont disponibles des fiches d'information, des infographiques, du matériel audiovisuel. Tous ces matériaux et toutes ces documentations sont grâce à un travail de partenaires de projets et d'entreprises concernantes. La page de la plateforme, il se présente en cette manière. Je voudrais vous présenter directement la plateforme des agriculteurs, la plateforme, vous le trouvez, la plateforme est traduite en 8 langues différentes, qui sont les langues de projet Nutriments, de partenaires qui les représentent. Vous cliquez sur le bouton de la langue française et vous trouvez la page en français. Vous avez la possibilité de consulter le bulletin, le vieux bulletin de Nutriments. Mais non seulement, si vous voulez rester informé par le projet Nutriments, vous avez la possibilité de s'abonner à
le bulletin Nutriment. En plus, la plateforme vous offre la possibilité de consulter des produits et des technologies, mais non seulement. Je vous invite aussi de participer à une mini enquête qui est divisée pour les produits et pour les technologies. Vous devez cliquer, je prends l'exemple de produits, vous devez cliquer sur les produits, ils sont divisés par catégorie. Vous trouvez ici dessous la catégorie principale et la sous-catégorie. Vous pouvez cliquer sur le produit qui vous intéresse. Vous pouvez lire la page où je pris le produit dit 321. Vous lisez le produit en langue française. Après, vous pouvez répondre à la questionnaire, à l'enquête. En plus, comme j'ai déjà vous dit, la plateforme nous offre la possibilité de consulter les technologies et les produits. Les technologies ont été divisées en catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de récupération biologique de nutriments, compostage, digestion anaérobie, technologie à base de microalgues. La deuxième catégorie, c'est la précipitation de phosphore provenant de l'eau usée et des eaux de drainage. La troisième catégorie, c'est la catégorie de récupération thermochimique de nutriments. La quatrième catégorie, c'est la récupération physico-chimique d'azote, de fourmière, du digestate, de OZ, séparation des procédés membraniers. De la plateforme contient le contact direct de fabricants d'ingrédients et aussi de développeurs de chacun de technologies. Je voudrais vous présenter la plateforme par rapport à comment il se présente. Toujours, vous cliquez sur la langue française. Ils sont divisés par catégorie principale. Ici, vous trouvez la sous-catégorie la digestion anaérobie, le compostage. Vous pouvez aussi, avec la définition, de consulter la définition, qu'est-ce que c'est la digestion anaérobie. À votre gauche, vous avez le nombre d'ID par technologie. Vous pouvez cliquer sur la technologie et vous pouvez les informations que vous nécessitez par rapport à cette technologie. Je voudrais vous présenter la technologie ID 209 de provenance d'Italie, produit par l'ACA Pyrolynese. Le vendeur est ACA Pinerolese. La technologie de recyclage d'éléments d'azote et de phosphore par compostage de déchets verts et de déchets mixtes prédigérés par le processus de digestion et de compostage ACA Pinerolese. Cette technologie fait partie de la catégorie de récupération biologique de nutriments, compostage, digestion anaérobie, technologie à base de microalgues et dans la sous-catégorie de digestion d'anaérobie. Cette technologie est reconnue au niveau international comme un cas d'excellence dans le traitement de la fraction organique. La première phase du procès consiste en digestion anaérobie, absence d'oxygène, qui est associée à la récupération de matières digestate ou système innovant de récupération d'énergie comme le biogaz. Les déchets organiques issus de collectés séparés subissant tout d'abord une série de réduction volumétrique et de sélection mécanique. Le flux raffiné est transféré vers des réservoirs intermédiaires où le matériau est dilué dans l'eau et préchauffée. Le processus implique une manipulation constante de biomasse. L'extraction de boue se fait du fond conique du digesteur
avec un mélange gravitaire. Les déchets organiques digérés sont séchés puis envisagés vers un système suivant pour le compostage. Le biogaz issu de la fermentation est acheminé vers un gazomètre et stocké temporairement. L'eau utilisée dans le processus est particulièrement réutilisé, tandis que le reste est envoyé en purification. Le biogaz est un gaz naturel riche en méthane qui peut être utilisé en remplacement de combustibles fossiles courants par la production d'électricité et d'énergie thermochimique. Ce mélange est naturellement géré par la décomposition de déchets organiques par des processus de digestion anaérobie. Le système de récupération d'énergie prévoit également la récupération de chaleur. L'électricité produite est utilisée pour la consommation interne sous le Proust et peut être transférée au réseau. Le système a reçu la certification verte et l'efficacité énergétique. L'énergie peut être utilisée pour le réchauffage de différents espaces d'exploitation et de bureaux. L'avantage de ces technologies sont différents, comme par exemple la possibilité de produire de l'énergie à partir de sources renouvelables, l'impact moindre d'eau odorée qui sont considérablement limités dans un processus fermé. En plus, ces technologies ont une grande efficacité de valorisation tant en termes de matière production de compost à partir de digestat que d'énergie biogaz. La réduction de la fraction organique mise en décharge conformément à la réglementation de l'Union européenne. En plus, ce produit ne produit pas le moindre de CO2 émis par rapport à un traitement anaérobie uniquement. La plateforme aussi vous offre la possibilité soit pour cette technologie et pour toutes les technologies qui se présentent dans la plateforme, la possibilité de télécharger et de consulter le document. Le document que vous pouvez consulter sont le résumé de la pratique EPI-Agri, le fiche technologique et l'application matérielle et pédagogique. Je voudrais vous présenter la plateforme comme il se représente et c'est ça la plateforme. Vous pouvez cliquer toujours sur la langue française. Oui, le produit, la technologie, il est présenté en langue anglaise, mais vous n'inquiétez pas parce que ici, dans la fenêtre langue, vous avez la possibilité de trouver dans la langue française. Vous cliquez. Ici, vous trouvez le nom de la technologie en langue française. Vous allez à la fin de la fenêtre et vous pouvez, ici, vous voyez le résumé de cette technologie et aussi des autres documents. Vous cliquez sur le premier document, c'est l'EPI-Agri où vous donne le nom de la technologie en français, un petit résumé par rapport à cette technologie. Et je continuerai ma présentation avec le produit. Le produit aussi été divisé par catégorie. La première catégorie, c'est le compost et digestat de biomasse. Deuxième catégorie, c'est le cendre. La troisième catégorie, c'est l'astrovite et autres produits de phosphate. La quatrième, biochar et biophosphate. La cinquième catégorie, c'est eau épurée de concentré azote minéral. Aussi pour le produit de contact direct sont disponibles. Et aussi, le contact de développeurs de chacun produit sont disponibles aussi. Je voudrais présenter aussi la page de produits. Vous cliquez toujours sur la langue française. Et c'est ça la page qui s'ouvre où toujours avec en haut la catégorie principale de compost et de digestat et biomasse.
Ils sont toujours sous-divisés pour sous-catégories, compost, digestate, cendres, etc. Vous avez la définition de compost et qu'est-ce que c'est le compost, aussi de digestate. Et pour chaque catégorie, vous avez de votre gauche les ID avec, le nombre de produits. Et en plus, je voudrais vous directement parler de je voudrais vous parler de produits ID 403 de titre fertilisant phosphore, potassium à partir de fourmière volaille via un procédé thermochimique BCM modérique. Ce produit est de provenance de Pays-Bas, produit par BMSC modérique. Le vendeur est le même producteur. Ce produit est composé d'un grain de phosphate et de potassium et dérivé de cendres hydratées de fumier de volaille encernées. Le fumier de volaille est obtenu à partir d'élevage de volailles aux Pays-Bas, respectant les normes de l'Union européenne en matière de production animale. Il est produit à partir de cendres de fumier de volaille encernées et l'eau. Les principaux éléments nutritifs sont le phosphate et le potassium. L'engrais a une valeur neutralisante en raison de la présence de chaux internées brûlés et en grand contenant d'éléments secondaires de microéléments nutritifs. L'avantage de ce produit sont différents. Ce produit a été testé dans des essais en pot et d'expériences sur le terrain dans les conditions réelles de l'agriculture. Le produit a une faible teneur en contaminants, par exemple le métal lourd comme le sulfure de cadmium. L'arsenic et plomb ne contient pas de composantes organiques et d'exemples d'agents pathogènes. Le produit est disponible sur le marché et utilisé dans l'agriculture conventionnelle sur les terres arables. Comment utiliser le produit? Le produit peut être séché et stocké dans des sacs ou des silos. Le dosage dépend du niveau de nutriments du sol et de la demande de culture, ainsi que de la teneur en nutriments de produits. Ils contiennent à toutes sortes de cultures arables comme le blé, le colza, le maize ou autres. Pour un dosage approprié, une analyse du sol est recommandée ou préalable. Je voudrais vous présenter aussi pour ce produit et pour tous les produits que je vous présenter dans la plateforme. Il y a la possibilité de télécharger et aussi de consulter les documentations, comme les documents que vous pouvez consulter sont le résumé EPI-Agri, le fiche technologique et l'application matériel pédagogique. Je voudrais vous présenter directement comment vous pouvez télécharger ou consulter la documentation de ce produit. Ici, vous trouvez le nombre de produits en anglais. Vous avez l'information base qui est le vendeur, le pays, les catégories, la sous-catégorie. La fenêtre langue, vous cliquez sur la langue française. Vous cliquez sur la langue française, vous trouvez le titre de produit en français et vous consultez sur le document. Je voudrais vous présenter le document, le fichier informatif. Ici, vous avez toutes les informations nécessaires par rapport à ce produit, le nom en français, l'élément clé, le résumé, le mode employé, le contact, les principales caractéristiques de produit et les principaux avantages de produit. Et aussi, vous avez
possibilités. Je voudrais aussi présenter le document, le fiche informatique vous trouvez le titre, la formation, quel est le produit, quel est le vendeur, quels autres produits ou technologies sont fournis par le vendeur, quel est l'équipement, comment utiliser le produit, quelles sont les autorisations et combien cela produit il coûte. Je termine la présentation avec le nutriment. Je voudrais vous aussi informer pourquoi la REF a décidé de participer à ce projet parce que nous pensons que c'est important d'informer notre réseau pour différentes pour différents éléments, comme par exemple, nous pensons que le premier lieu, nous pensons que l'agriculture et l'industrie alimentaire dépendent fortement de ressources et leur production est aspirante à une déliabilité de long terme. Dans ce contexte urgent, il est nécessaire d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition vers une agriculture basée sur la connaissance. Le deuxième élément, il est donc essentiel de diffuser aux agriculteurs la connaissance des informations sur les innovations que j'ai déjà présentées et de récupération d'azote et de phosphore qui ne sont pas suffisamment exploités. Le troisième élément, c'est d'informer notre organisation de producteurs et l'association d'organisations de producteurs sur le respect du règlement 1900-2019 que M. Jean-Philippe Bernard vous présentera, établissant les règles concernant la mise à disposition sur le marché et de produits de fertilisants de l'Union européenne. Et le dernier, mais non moindre important, c'est d'informer notre organisation de producteurs et notre association d'organisation de producteurs de la plateforme Nutriment qui nous offre des conseils pratiques et des recommandations. Je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à Monsieur Jean-Philippe Bernard qui présentera la nouvelle réglementation européenne sur le fertilisant et de produits d'azote et de phosphore. Merci Jean-Philippe, à vous la parole. Je ferme mon présentation. Oui, bonjour à tous, merci à Zalda. Alors, je vais partager. Voilà, j'espère que vous avez en vue donc le diaporama. Oui, Okay. je vois votre... Très bien. Donc oui, dans le cadre de cet atelier organisé par la FLH, donc en tant que participant au projet Nutriman, donc la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime intervient également. Je suis donc Jean-Philippe Bernard, je m'occupe de la mission innovation de la Chambre de Charente-Maritime, partagée également avec la Chambre des Deux-Sèvres, et je participe aussi en compagnie de mes collègues de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de la Chambre régionale de Bretagne au projet Nutriman. Donc, je vais commencer par une présentation assez rapide du contexte européen et je dirai aussi quelques mots du contexte français en parallèle. Donc, sur les matières fertilisantes. Voilà, excusez-moi. Donc, la deuxième diapo. Donc, en fait, le 5 juin 2019 est sorti un nouveau règlement européen sur les matières fertilisantes, donc le 2019-1009, qui va remplacer en fait le règlement actuel, donc qui est le 2003-2003, règlement CE. C'est un texte assez important, hein, j'ai noté le nombre de pages, 116 pages, qui fait donc un petit peu le tour de la question et qui va introduire beaucoup de changements. On pourrait même, en ce qui concerne le contexte français, parler d'une espèce de petite révolution culturelle. Parce que le règlement actuel 2003-2003 avait surtout en fait entériné la commercialisation et l'utilisation d'un certain nombre de produits qui étaient déjà très bien connus en France, ammonitrate par exemple, phosphate triple ou autres, donc des produits de synthèse et les produits d'extraction qui étaient déjà très bien connus en France. Simplement, le label de vente a changé. C'est des produits qui étaient vendus sous la norme NFU en France avant, qui sont maintenant diffusés sous le label CE.
Le règlement donc 2019-1009 va introduire de gros changements du fait d'une orientation stratégique de l'Union européenne assez marquée. Donc la première motivation, c'est de favoriser l'usage de produits issus du recyclage. C'est vraiment la première considération. En particulier des produits qui seraient issus du traitement des effluents d'élevage. Pour une raison géostratégique, l'Union européenne souhaite s'affranchir de plus en plus de sa dépendance vis-à-vis des ressources de type non renouvelable ou de ressources fossiles. L'énergie d'un côté, ça vise l'azote, et les matières d'extraction d'autres, ça vise les phosphates. On va aussi avoir un système de désignation des produits futurs par catégorie fonctionnelle de produits. Jusqu'à présent, les produits étaient vendus sous des dénominations assez courantes et déjà connues. Ça doit changer aussi. On aura des dénominations moins associées à la nature des produits et essentiellement orientées sur leur fonctionnalité. Et puis, un troisième point important, donc l'introduction dans la réglementation européenne de considérations concernant l'innocuité, avec notamment l'apparition d'un certain nombre de seuils concernant des matériaux, des substances qui sont suivis pour des raisons d'innocuité, en particulier le cadmium qui est mis à l'index dans le cadre de ce règlement. Alors, le règlement est sorti en 2019, il sera en application le 16 juillet 2022, et c'est à ce moment-là que le règlement actuel 2003-2003 sera véritablement abrogé. Alors, un des principes de fonctionnement du règlement futur, enfin du règlement dont on attend la future application, pardon, c'est d'abord de travailler sur une description des fertilisants et sur aussi les obligations, un certain nombre d'obligations des producteurs. Bien. Il s'agit d'un règlement qui ne s'occupe pas des principes d'utilisation. On est vraiment sur la description des produits qui doivent apparaître sur le marché et sur l'obligation ou le travail que les producteurs doivent faire pour répondre au règlement dans le cadre de la diffusion et de la commercialisation. Il n'y a rien concernant la partie utilisation par les agriculteurs, par les différents utilisateurs potentiels. Donc, un fertilisant sera décrit dans le cadre d'une catégorie fonctionnelle de produits, CFP, enfin PFC en anglais. Les différentes catégories fonctionnelles de produits sont largement décrites dans l'annexe 1 du règlement. Il est question également des matières constitutives qui sont également décrites par catégorie dans l'annexe 2. Et on a l'ensemble des règles d'étiquetage qui apparaissent dans l'annexe 3. En ce qui concerne le producteur, donc le producteur doit fournir une documentation technique, ce qui est un grand classique, mais pour pouvoir diffuser sur le marché européen ces produits, il doit faire une évaluation de la conformité de ces produits et établir une déclaration de conformité qui est valable 5 ans. Et le règlement décrit de façon assez précise les mécanismes à mettre en place pour la certification des produits. Alors, on a 7 catégories fonctionnelles de produits. Est-ce que je peux me permettre de poser juste une petite question? Oui. Parce que je ne suis pas familier de ce règlement initial. Est-ce que dans votre présentation, vous avez la possibilité de pointer sur ce qui change par rapport à avant, particulièrement? Si vous voulez, oui, je vais essayer. Non, mais au passage, je veux dire, au passage, je dis, tiens, ça, c'est vraiment un changement ou autre. Alors, je vais vous donner une réponse globale. C'est qu'en fait, tout change. Le règlement 2003-2003 proposait en fait une liste de produits déjà sur le marché et qui étaient déjà connus en tant que tels. Donc en fait, on retrouvait la description et les éléments qui permettaient d'identifier de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, etc. Là, par exemple, vous voyez qu'en fait, la catégorie fonctionnelle, les produits seront vendus sous le nom de catégorie de produits. Donc, vous trouvez maintenant vous allez trouver, avec la mise en application de ce règlement, des produits qui seront intitulés 1A grand 2, par exemple, c'est-à-dire qui seront des engrais organiques liquides. Ou qui seront 3B, c'est-à-dire amendement du sol inorganique. On va dire, pour ne pas dire amendement du sol minéral. Et donc, vous n'avez plus, en fait, obligatoirement de lien avec une nature ou des matériaux d'origine. Alors que quand vous achetez, un engrais azoté, avec un engrais CE actuel, vous savez que vous achetez de l'ammonitrate ou vous achetez une solution de sulfate d'ammonium.
à partir de ce règlement, vous achèterez, j'allais dire, une quantité d'engrais inorganiques liquides. Donc un 1C, grand 1, petit b. Voilà. Donc, les 7 catégories qui vont apparaître, donc les engrais, alors il n'y a pas vraiment de surprise, si ce n'est une analyse assez spéciale ou quelque chose d'assez spécial en matière de sémantique, puisqu'on ne parle plus d'engrais minéral, mais qu'on parle d'engrais inorganiques, par exemple. On trouve les amendements minéraux basiques qui forment une catégorie à eux tout seuls. On trouve aussi donc, les amendements du sol, alors donc les organiques. Donc ça, OK, mais on trouve aussi une catégorisation amendement du sol inorganique, ce qui, j'allais dire, est quelque chose un peu particulier, parce que jusqu'à présent, à ma connaissance, on n'avait pas ça, franchement. On trouve les supports de culture, classiques. On voit apparaître aussi un certain nombre d'éléments nouveaux avec les inhibiteurs et les biostimulants des végétaux. Et on trouve une catégorie, j'allais dire, pour la logique mathématique de la chose, on trouve la catégorie 7 qui est en fait une combinaison des catégories différentes, des catégories précédentes. Donc, si je reprends un petit peu les définitions rapidement, donc je précise, on perd les définitions naturelles au sens ancien. On n'aura plus donc obligatoirement de description avec la nature des produits, en tout cas. Par contre, on regarde un petit peu ce qui, dans les définitions actuelles, nous apporte de l'information. Donc, on a des choses évidentes, hein, les engrais organiques, donc qui sont des engrais qui doivent contenir du carbone organique et des éléments nutritifs exclusivement d'origine biologique, sachant que, bien entendu, on fait un peu la chasse aux matières fossiles, à l'exception d'un certain nombre qui sont considérés comme encore indispensables, comme la tourbe, la léonardite ou la lignite. On a la catégorie 1B, organominéral composé par l'A1A et l'A1C. Et alors, quand on regarde l'inorganique, par exemple, on trouve donc les engrais qui sont sous une forme minérale autre que l'engrais organique ou organominéral. Donc, en fait, on définit le minéral un petit peu par l'exclusion de l'organique. Alors que jusqu'à présent, on avait bien une distinction entre de l'organique d'un côté, avec le carbone organique notamment, et puis donc le minéral. Je ferai une toute petite parenthèse. Je pense qu'on aura un certain nombre de débats quand on verra apparaître certains produits issus de la transformation. Erizalda vous a présenté la plateforme. Vous pouvez par exemple trouver sur la plateforme des produits de type sulfate d'ammonium, donc solution de sulfate d'ammonium issue du traitement de digestat. Et donc la question organique minérale se posera toujours par rapport à l'origine ou par rapport à la nature de ce sur quoi on va travailler. En catégorie 2, donc amendements minéraux basiques, donc on n'a pas de surprise, hein, on est bien sur la correction de l'acidité du sol. En ce qui concerne par contre la catégorie plus généraliste d'amendements du sol, la numéro 3, donc on retrouve les amendements organiques, qui sont avec 95% d'origine biologique, et on a les inorganiques qui sont autres que les amendements organiques. Alors dans les amendements inorganiques du sol, enfin, qui sont donc essentiellement minéraux, de mon point de vue, on va retrouver par exemple le sulfate de calcium, le gypse, donc qu'on utilise pour les parcelles d'origine, enfin en littoral, qui présentent une certaine salinité. On peut trouver des produits quand même à un caractère un petit peu exceptionnel dans cette catégorie, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas encore grand-chose. Donc, la catégorie des supports de culture, il n'y a pas de changement majeur. Les inhibiteurs, donc, qui sont identifiés comme des fertilisants qui ont des fonctions d'amélioration de la libération des éléments nutritifs, soit avec un effet de retardement ou un effet bloquant temporaire. Vous avez les biostimulants. Alors, les biostimulants qui sont aussi considérés comme des fertilisants, qui ont des fonctions assez multiples, qui doivent agir sur les processus de nutrition des végétaux, mais donc qui ne sont pas des fertilisants au sens français du terme, c'est-à-dire qui n'apportent pas directement les éléments nutritifs. On va travailler avec ces biostimulants sur donc l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, la tolérance au stress, des caractéristiques qualitatives du sol ou de la disponibilité des éléments dans le sol. Et puis donc la catégorie 7 qui est une catégorie de combinaison.
Les CMC, donc les catégories de matières constitutives, alors c'est un domaine qui reste encore, de mon point de vue, beaucoup à travailler parce que c'est relativement complexe. Vous avez 11 catégories de matières constitutives et en fait, pardonnez-moi, le règlement là-dessus établit des catégories qui en fait renvoient à d'autres règlements européens qui statuent sur d'autres sous-produits ou d'autres matériaux. Par exemple, la catégorie de matière constitutive numéro 1, donc, qui parle des substances ou des mélanges de matières vierges, donc renvoie en fait au règlement qui établit le catalogue REACH, donc le catalogue justement de l'ensemble des substances pour lesquelles on a pu établir des fiches techniques, des fiches de sécurité. Et donc, il faut en fait aller travailler sur ce règlement-là pour avoir une idée de ce qu'on peut trouver dans cette catégorie de matière constitutive en tant que substance ou mélange de matière vierge. Ensuite, on a des catégories de matières constitutives qui sont un peu plus propres et issues du règlement matières fertisantes, notamment la catégorie 2 sur les végétaux, tout parti ou extrait. On a une catégorie assez surprenante, c'est celle des composts. C'est-à-dire qu'en fait, dans le règlement européen, le compost en tant que tel n'est pas considéré déjà comme une matière fertisante, mais comme une catégorie, enfin comme une matière constitutive. Et donc, le règlement définit en fait des règles de compostage. De même, on a donc les digestats issus de cultures végétales qui sont considérés comme des matières constitutives, les digestats autres. On a des sous-produits donc des industries agroalimentaires. On a aussi un certain nombre, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler des adjuvants, c'est-à-dire des micro-organismes, des polymères nutritifs ou autres. On a les produits animaux, donc on est renvoyé sur le règlement CE qui statue sur les sous-produits animaux. Et puis on a les sous-produits qui sont entre guillemets dans la catégorie déchets, c'est-à-dire qui sont sous la réglementation de la directive 2008-98. Donc dans le cadre de cet atelier, je ne suis pas rentré plus dans les détails. Je pense que dans le cadre du programme Nutriman, c'était suffisant. Effectivement, il serait peut-être intéressant de rentrer un peu plus, d'approfondir un peu plus sur sur la considération des catégories de matières constitutives, parce qu'effectivement, dans le cadre du projet Nutriman, c'est un débat qu'on a toujours un petit peu géré en permanence. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne donc le développement de ce règlement, son application, on a un certain nombre de conséquences qui auront un impact bientôt. Le règlement statue sur la fin du statut de déchet. Donc, un composant qui apparaît dans un fertilisant UE cesse d'être un déchet. Donc, déjà, ça en France, effectivement, c'est une question qui est toujours d'actualité à l'heure actuelle. Et le règlement apporte une réponse sur cet aspect-là. Un État membre conserve la possibilité de faire retirer une fertilisant UE conforme, enfin qui serait conforme, mais pour lequel cet État membre aurait des doutes quant à, j'allais dire, sa valeur d'innocuité. Cependant, c'est une démarche, j'ai mis entre parenthèses, enfin entre guillemets, à risque, puisqu'effectivement, elle pourrait être considérée par la Commission comme une tentative de protectionnisme. D'ailleurs, la Commission européenne se réserve la possibilité d'intervenir pour faciliter la circulation des produits fertilisants qui respectent les éléments, enfin les aspects d'innocuité et les aspects d'efficacité qui sont établis par le règlement. Pour tous les fertilisants qui ne sont pas, qui pourraient exister et qui ne sont pas pris en considération par le règlement 1009-2019, la réglementation nationale continue de s'appliquer. Donc, on aura en France toujours la possibilité d'avoir encore les matières fertilisantes, j'allais dire, au titre de la réglementation nationale, dans la mesure où elles ne seraient pas envisagées par le règlement UE. Actuellement, en France, en matière d'utilisation de matières fertilisantes, on est dans le cadre d'application de la feuille de route économie circulaire. Donc, cette feuille de route qui est un programme gouvernemental pour le développement de l'économie circulaire dans notre pays. On a la mesure 24 qui mettait en avant la valorisation des biodéchets de qualité dans le secteur agricole, sachant que donc, le secteur agricole devenait de ce fait un moteur de l'économie circulaire. Alors, en garantissant donc évidemment l'innocuité et la valeur agronomique des matières retournant au sol, en essayant d'assurer une répartition de la valeur créée et donc en cohérence avec les différentes conclusions des États généraux de l'alimentation. Et donc, pour l'application de cette mesure 24, les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement proposent
depuis 2018, de monter un pacte de confiance qui se traduirait par la mise en place de filières dites vertueuses de production de matières fertilisantes et de supports de culture qui respecteraient les principes de l'économie circulaire. Voilà. Donc, ça se traduit à l'heure actuelle par le renforcement des normes existantes sur les matières fertilisantes issues du recyclage et aussi par la mise en place d'une politique qui favoriserait l'utilisation de fertilisants issus des ressources renouvelables. Puisque donc on est en phase de préparation de l'application du règlement UE, on a un certain nombre de projets européens qui ont vu le jour pour apporter, des réponses à la Commission européenne en matière donc de fertilisants biosourcés. Donc, le projet Nutriman, bien entendu, en fait partie, et vous pouvez voir certains autres projets comme donc Nutri2Cycle, Circular Agronomics, Lex4Bio et Fertimanure, qui aussi, à leur tour, cherchent à travailler sur un certain nombre de questions qui permettraient de faciliter l'application du règlement européen. Donc, Circular Agronomics veut travailler sur la compréhension des flux carbone, azote, phosphore, pour réduire les impacts environnementaux. Nutri2Cycle, lui aussi, sur le travail de ces flux, s'intéresse à l'amélioration du recyclage, donc azote, phosphore, en particulier du recyclage des échantillons d'élevage. C'est le cas aussi de Fertimanure. Et puis, donc, Lex4Bio, qui souhaite développer développer la collecte d'informations et le traitement de ces informations sur les stocks d'éléments nutritifs pour réduire la dépendance aux engrais minéraux et fossiles. Donc, ce sont des différents projets de R&D qui, ont des bases communes et qui doivent participer à l'installation de ce règlement européen. Voilà. Ce que je vous propose, c'est donc d'enchaîner sur la deuxième présentation en gardant les questions pour la fin, comme vous l'a présenté Griselda. Donc, dans le cadre du projet Nutriman en particulier, la Chambre de Charente-Maritime, la Chambre de Bretagne, donc sous avec la participation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ont travaillé sur certains produits de français qui ont été proposés sur la plateforme Nutriman. Bien. Alors, pourquoi sur ces produits? C'est que, en fait, la réglementation française est assez restrictive sur les essais de matières fertilisantes, dans la mesure où si ces matières fertilisantes n'ont pas d'autorisation mise sur le marché national et ne font pas l'objet ou ne sont pas proposées dans le cadre d'un plan d'épandage, donc qui suit la réglementation présentée dans le code rural, il n'y a pas la possibilité d'utiliser, c'est-à-dire d'apporter ces matériaux sur une parcelle à orientation agricole. Donc, par conséquent, effectivement, il était presque impossible, théoriquement faisable, mais en fait, dans la réalité des choses, quasiment impossible, de mettre en place une expérimentation sur des matériaux, sur les produits proposés par nos partenaires européens. Donc, on a travaillé beaucoup sur les produits français, puisqu'on pouvait trouver un cadre qui correspondait, sachant que le principe, c'est d'échanger aussi sur les méthodes d'études pour la démonstration des propriétés agronomiques. Donc, le projet Nutriman, je vais passer assez vite, puisque Griselda vous l'a présenté en détail. Je pense qu'il faut insister surtout sur la notion de réseau de connaissances prêt à l'emploi, sur des technologies de transformation et sur les produits qui en sont issus. Donc, la participation des chambres, je vous disais, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui est le membre du consortium du projet, avec l'appui opérationnel donc, de la Chambre régionale de Bretagne et de la Chambre départementale de Charente-Maritime. Donc, dans le cadre de notre action, on a proposé donc, au départ des 4 produits issus du recyclage en France, donc compost agricole, ferme de volaille, cendre végétale. On a donc participé à la traduction en français des documents techniques et des produits de communication, que ce soit alors, la présentation en anglais de nos produits et la traduction des produits proposés par nos partenaires du projet. Et on a cherché à organiser des opérations de démonstration. Donc, je vais vous parler de 3-4 produits qui sont présentés sur la plateforme. Donc, d'abord, cendre de bois, donc le produit identifié 321 sur la plateforme, donc qui, d'après le nouveau règlement, serait qualifié d'engrais inorganique, qui, du point de vue actuel, est un engrais PK, principalement,
Alors, c'est donc de la cendre de bois brûlée en chaudière. Donc, ça vient du Finistère, donc de Bretagne. Et c'est un engrais, j'allais dire, phosphopotassique avec une valeur neutralisante. Donc, c'est un engrais avec des caractéristiques d'amendement minéral basique. Voilà. Donc, c'est un produit qui a été testé par nos collègues de la Chambre de Bretagne, donc sur un essai qui est un essai plutôt de démonstration, en fait, puisque en fait, c'est ce qu'on appelle un essai en bande, avec donc trois bandes témoins et 3 bandes avec un apport de cendre. Donc, un apport de cendre à raison de 2 tonnes hectares sur des bandes qui font 7 mètres, enfin plus de 7 mètres de large. Donc, ça s'est fait en 2019, après pâturage, et on est à mesure des résultats, enfin à mesure des effets, à l'herbomètre, puisqu'en l'occurrence, il s'agit d'un épandage sur une parcelle de prairie. Alors, je rappelle, l'herbomètre, en fait, est un appareil qui nous permet de mesurer la hauteur de l'herbe. Donc, la parcelle utilisée, bien entendu, pour tester ces cendres, est une parcelle qui, au niveau analytique, montre effectivement une situation de carence, en particulier en phosphore, alors en potassium, a priori pas trop, mais notamment, enfin, particulièrement en phosphore et un peu en magnésium. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que par rapport aux seuils comifères, qui sont préconisés par le comifère pour une pâture, on est largement au-dessous de la teneur de renforcement. Et effectivement, donc, on a une efficacité de ce produit puisque on a entre les bandes témoins et les bandes avec épandage, on observe une différence de rendement, un rendement supérieur pour l'apport de cendre et un taux de croissance en général supérieur sur les apports de cendre. Donc, les taux de croissance sont améliorés de 20 à 70% l'année qui suit l'épandage. Alors, on a des variations en fonction de la période et donc de l'activité de la prairie. On a eu donc une transformation des mesures de hauteur d'herbe en équivalent de densité de biomasse pour rendre les observations plus concrètes. Et on a donc effectivement au niveau du rendement une augmentation. Donc, sur ce cas de produit, on a un essai qui permet de mettre en évidence un effet positif. Par contre, effectivement, alors ça, c'est une difficulté qu'on va rencontrer avec les produits biosourcés, c'est que c'est difficile de mettre en place une analyse des facteurs véritablement, puisque on a un côté composition élémentaire de l'engrais qui, avec en plus une valeur neutralisante, qui va accumuler des effets, qui peut accumuler des effets positifs, qui sont difficiles à distinguer les uns des autres sur ce type d'essai. Donc, en l'occurrence, mon collègue de Bretagne met en avant l'effet de phosphore comme facteur essentiel sur l'effet pousse de l'herbe, notamment ce qui justifie par le fait que l'effet est principalement annuel, alors qu'un effet chaulage, en principe, a une durée plus importante. Par contre, il a noté effectivement une différenciation de la flore entre les différentes bandes qu'il l'interprète ou qu'il attribue à un effet pH. Un autre cas de produit testé, donc le compost, un compost de fumier d'algues, qui est identifié sous le numéro 540 sur la plateforme Nutriman. Donc, d'après le nouveau règlement, on serait dans le cas d'un produit 3.A, donc amendement organique. Qui est produit par l'exploitation agricole de Charente-Maritime, un entrepreneur de travaux agricoles également, qui propose à ses clients les épandages de son compost, et qui est fait à partir, donc c'est un mélange de fumier de bovin et équin avec un ajout de paille et d'algues traité ensuite en compostage à la ferme. Donc c'est un produit qui est j'allais dire, assez équilibré, avec des teneurs de compost, bien entendu, mais assez équilibré entre phosphore, azote et potassium. On va y trouver aussi des éléments basiques, magnésium et calcium, et qui a des caractéristiques organiques relativement intéressantes, avec un C sur N qui n'est pas trop élevé, de 8,5, et un pH qui est plutôt basique. Donc c'est un produit qui en plus peut convenir pour des sols un peu acides ou à tendance acidifiante. Et on a fait pareil, on n'a pas réellement mis en place un protocole d'essai
de fertilisation, d'expérimentation de fertilisation véritablement, mais plutôt une opération de démonstration avec 4 bandes, avec 2 bandes à épandage de 35 tonnes hectare et une bande à 17 et une bande à 70 tonnes hectare, sur une parcelle en maïs en agriculture biologique. Donc, en fait, c'était la seule forme de fertilisation sur ces 4 bandes, donc l'apport de compost. Par contre, donc, on a fait ça en 2019 et on s'est rendu compte, hélas, que sur notre essai, donc vous voyez, vous avez une image télédétection en fait sur la partie de droite avec une modélisation d'un indice de nutrition azotée. En fait, on s'aperçoit, hein, puisque vous avez l'échelle d'indices en fonction de la couleur, on a très peu de différenciation entre les bandes, pour ne pas dire pas du tout. De même, on n'a pas vu de différence de développement énorme. Donc, on était un peu intrigués en se disant, bah, tiens, on a apporté quelque chose qui n'a pas beaucoup d'efficacité. On a donc travaillé avec de la modélisation en utilisant notamment un logiciel, le logiciel mis au point par l'INRA, STIX, donc qui est un logiciel de modélisation du développement culturel. Et en fait, on s'est rendu compte que même malgré le fait qu'on soit dans le marais, c'était le problème de l'irrigation, le problème de la sécheresse qui nous a pénalisés. On a effectivement fait deux simulations qui nous ont permis d'encadrer en fait les résultats de terrain. Une simulation avec irrigation, une simulation sans, et on s'est aperçu effectivement que la situation non irriguée donnait des résultats très faibles, avec très peu de différence d'un apport à l'autre, alors que la situation irriguée mettait en valeur effectivement toute la valeur fertilisante azotée, notamment du compost. Vous avez 2 graphiques sur la droite qui montrent justement la minéralisation de l'azote et l'absorption de l'azote, donc en haut sans irrigation et en bas avec irrigation, donc pour un apport de 17 tonnes hectare, et on s'aperçoit effectivement que sans irrigation, on a l'absorption azotée qui est beaucoup plus faible, effectivement pendant la période estivale de fait, alors que finalement la minéralisation du compost, hein, qui est la courbe jaune, enfin jaune-vert, est relativement identique. Bien. Donc, on a un effet fertilisant effectivement du compost qui est présenté par la simulation, mais qu'on n'a pas pu voir s'exprimer du fait de l'absence d'irrigation sur la parcelle. Dernier cas de produit donc, qui a été testé, donc des fientes de volaille déshydratées. Alors, ce n'est pas un produit nouveau, effectivement, ou très innovant. Par contre, ce n'est pas un produit qui est non plus très connu ou qui est très répandu. Donc, c'est pour ça qu'on l'a proposé sur la plateforme, un petit peu comme produit de type biosourcé, mais de référence. Qui est catalogué d'après le nouveau règlement donc, comme engrais organique solide, 1A grand 1, donc qui vient aussi d'une autre exploitation agricole de Charente-Maritime, donc qui est obtenu à partir de fientes de volaille traitées par séchage, par déshydratation avec le procédé Seconov. Et c'est un engrais qui est relativement équilibré également, avec une certaine concentration en azote, 4,6, mais aussi qui présente du phosphore et du potassium, et un peu de soufre. C'est un engrais qui est donc très organique, 65% de matière organique, avec un C sur N qui est aussi relativement faible. Donc, en principe, assez disponible. Et donc, avec ce produit, on a travaillé avec un véritable dispositif d'essai, de fertilisation. Donc, vous avez 2 photos. Une photo, donc une vue aérienne à gauche et en perspective à droite. Donc, vous voyez, en fait, sur une parcelle, on avait 2 dispositifs expérimentaux. Donc, celui de gauche, c'est le dispositif fertilisation, donc sur l'année 2020. Et donc, vous voyez, en fait, sur cette photo aérienne, on arrive à voir les différentes micro-parcelles. Et on a eu 4 parcelles avec une modalité apport de fientes de volaille déshydratées. Et je vous ai mis en bleu aussi, ce qui n'est pas le témoin au sens strict du terme, mais la modalité de référence, à savoir la même quantité d'azote, mais sous forme durée 46. Donc, dans les 2 cas de figure, il y a eu un apport de 164 unités d'azote par hectare pour un rendement objectif de 65 quintaux avec 3 fractions. Donc, une fraction de 40, une fraction de 84 et une fraction de 40. Donc, répartis de la période de mi-février à mi-avril 2020. Donc, dans le cadre de ce projet Nutriman, on s'est offert le luxe d'un suivi relativement précis,
avec donc de la détection par drone. Donc là, vous avez 3 images avec 3 indices avec l'indice NDVI, donc un indice de télédétection qui permet de suivre assez précisément le développement de la biomasse. Donc vous voyez la différence entre le 12 février et le 7 mai. Donc plus c'est bleu, plus la densité de biomasse au sol est importante. Et donc vous voyez effectivement au 7 mai, autant au 12 février, on n'a pas de grosse distinction entre les microparcelles, autant au 7 mai, on remarque surtout les 4 parcelles, les 4 microparcelles T-0, c'est-à-dire sans apport d'azote du tout, hein, qui apparaissent plus vertes, plus claires, pardon, moins bleues que les autres. Et on a fait aussi un suivi de l'état de nutrition azotée, donc en associant des mesures au sol avec un capteur manuel, le type de Lex, et en utilisant, ensuite en modélisant les valeurs de cet indice sur l'ensemble de la parcelle avec les données de télédétection. Donc vous avez une situation donc au 21 février, puis une situation au 13 mars. Vous voyez effectivement la différence apparaissant au 13 mars entre les différentes modalités de fertilisation. Donc, sachant que l'indice, plus la valeur d'indice est élevée, plus la situation de la nutrition azotée de la plante est confortable. Alors, ce qu'on a obtenu comme résultat, effectivement, donc le T-0, donc, qui nous donne une idée du rendement moyen de base, hein, 21 quintaux hectare. L'urée, donc, on obtient en fait le rendement objectif, donc une dose équilibrée, 67, et où on a des résultats plus important que le témoin, bien entendu, mais moins efficace que l'urée avec les fientes de volaille déshydratées. Bien. Donc, pour pouvoir expliquer aussi ces variations, on a travaillé aussi avec le moteur de simulation Styx, pour simuler un certain nombre de facteurs du développement de la plante. J'ai oublié de le dire, excusez-moi, l'essai s'est fait sur blé de tendre d'hiver. Donc, on a vous avez 2 courbes que nous, à partir des données simulées par les valeurs simulées par le modèle, excusez-moi. Donc, à gauche, vous avez une courbe d'absorption de l'azote en fonction de la période culturale entre donc, le T-0, c'est-à-dire pas de fertilisation azotée, la dose X sous forme d'urée en rouge et la même dose apportée sous forme de fientes de volaille en vert. Et on voit effectivement que si au départ du développement jusqu'à mi-mars, on a en fait une courbe d'absorption qui est relativement équivalente, on va voir une différence, une distinction apparaître au cours de la saison, donc avec le témoin qui commence à décrocher un peu, les fientes de volaille en situation intermédiaire et la fertilisation à base d'urée qui présente une absorption un peu meilleure. Et on a une différence assez nette à partir de la fin avril, où on a effectivement une absorption plus satisfaisante pour la plante avec l'urée qu'avec la fiente de volaille déshydratée et bien entendu par rapport au témoin zéro. Quand on regarde les évolutions de stock minéral qui sont simulées dans le sol par le modèle, on voit effectivement un stock qui ne fait que décroître quand on est à partir donc de la fin de février. Donc, on a une différence entre les 3 modalités. On a donc un stock qui ne fait que décroître pour le témoin zéro azote, donc ce qui est logique. Mais on a des augmentations plus importantes donc, qui correspondent aux apports d'azote minéral pour la dose sous forme d'urée. Et on voit en fait que au niveau de la fiente de volaille déshydratée, on n'arrive pas à avoir les mêmes effets d'apport que pour l'urée. Donc on a quelque chose d'intermédiaire pour les fientes de volaille avec donc un apport d'azote global disponible pour la plante moins important que par rapport à l'urée. Donc, quand on regarde la simulation de la minéralisation de l'azote du sol, donc on a 2 courbes. D'un coup, en rouge, en fait, la minéralisation de l'azote qui provient de la matière organique initiale du sol, donc de l'humus, enfin ce qu'on appelle traditionnellement humus, donc avec une minéralisation cumulée, j'allais dire, là il s'agit d'une courbe de minéralisation cumulée, hein. Donc une minéralisation cumulée assez constante, enfin assez linéaire, dans le cas de la matière organique du sol, hein, qui monte, donc vous avez à peu près, quand vous faites la différence, on a à peu près de 55 à 15, donc une quarantaine d'unités libérées par le sol. Et puis donc, quand on regarde la courbe en bleu qui correspond à la minéralisation de l'azote des fientes de volaille, on a une courbe un peu moins régulière qui est, à mon avis, assez dépendante, notamment de l'état
d'hydratation de l'horizon supérieur, enfin de la surface du sol, et donc avec des phénomènes de palier, mais on a quand même une minéralisation un petit peu plus rapide, bien entendu, et qui, en gros, correspond à peu près à une soixantaine, enfin, quand on regarde sur la période de fertilisation, on arrive effectivement à peu près à une soixantaine d'unités apportées par les fientes de volaille. Donc, en combinant des informations issues de la télédétection et donc du moteur de simulation STIX, on arrive à peu près à reproduire les courbes de développement cultural, donc en fonction du temps. Ces courbes qui s'expriment donc en quantité, en densité de biomasse, en kilogrammes de matière sèche par hectare. Et donc là, on a reproduit ces courbes pour les différentes modalités du dispositif. Et on a noté qu'à partir donc de la fin mars, pendant le mois d'avril jusqu'au début mai, on a eu effectivement un décrochage de 3 modalités. Donc la modalité témoin zéro azote, la modalité fiente de volaille et puis une modalité intermédiaire qui correspondait à la dose idéale, moins 80 unités. Donc, il y a probablement eu un effet de palier d'azote à partir de la fin mars qui s'est fait ressentir sur ces modalités-là par rapport aux autres modalités de fertilisation. Donc, en conclusion, pour les 2 produits organiques qui ont été présentés, en fait, l'expérience qu'on en a tirée, c'est qu'on avait encore beaucoup de travail à faire sur les itinéraires de fertilisation organique. Parce que les résultats en production et puis les variables de comportement qui peuvent être simulées montrent qu'on a une efficacité moindre des fertilisants organiques dans la mesure où ils sont traités dans des itinéraires de fertilisation classiques. C'est un peu le problème qu'on a affronté en ce moment. La plupart des agronomes, des conseillers agronomes qui font du terrain, en fait, ont vraiment l'habitude de travailler de la fertilisation, mais principalement minérale. Et finalement, on est toujours un peu démunis quand on travaille à l'organique parce qu'on n'a pas encore un référentiel de connaissances suffisamment important, même si les collègues qui travaillent sur l'agriculture biologique ont beaucoup avancé là-dessus, du fait aussi d'un manque de moyens, notamment sur des méthodes de laboratoire qui permettent d'identifier les comportements de minéralisation pour l'azote et de libération du phosphore sur les produits organiques, on a encore une certaine difficulté à établir des itinéraires qui proposent une efficacité équivalente à celle des engrais minéraux. Bien. Donc, il nous reste à travailler et à négocier, parce qu'en fait, ce travail de référence est de plus en plus remis en cause, y compris en interne, pour une optimisation de la fertilisation organique, notamment sur les dates d'apport, les modes d'apport, les possibilités de fractionnement et de leur répartition. Les modes d'apport, notamment en fonction du travail du sol, en fonction des possibilités d'enfouissement ou non. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. Oui, j'ouvre la session de questions est ouverte. Si vous avez des questions par rapport à notre présentation. Moi, j'en ai une. Donc là, je pense avoir compris à peu près de quoi il retourne. La question que je me pose, c'est sur un autre sujet, où, notamment en agriculture biologique, on a l'utilisation d'un certain nombre de fertilisants dans des solutions de protection des cultures. C'est un aspect qui n'est pas du tout regardé là ou qui n'est pas du tout dans le périmètre des choses observées. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Excusez-moi, vous parlez de solutions de protection. On s'aperçoit, notamment en agriculture biologique, parce que moi je dirige une station d'expérimentation, donc on a des produits, on a du conventionnel, on a du bio. Et sur le bio, on utilise de plus en plus de substances naturelles on utilise, ou en tout cas la tentation est d'utiliser ce genre de choses, qui sont utilisés bien par les producteurs dans l'optique de protection phytosanitaire des cultures, mais qui ont une classification engrais en fait.
Oui. Et donc, on risque, parce que j'ai vu tout à l'heure, on peut parler de biostimulants, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu une sous-classification ou est-ce que quelque part c'est abordé ça? Alors, le problème, c'est qu'à l'échelle européenne, ça n'est pas abordé pour gérer les mêmes raisons qu'en France. C'est-à-dire qu'on continue toujours à faire une distinction importante parce qu'il s'agit de pouvoir faire une distinction, j'allais dire, à caractère professionnel entre d'un côté ce qui est produit de protection des plantes et de l'autre ce qui est de fertilisation. Parce que les critères d'efficacité ne sont pas les mêmes. Et la difficulté, c'est effectivement de pouvoir de pouvoir qualifier en fait une substance ou un matériau qu'on proposerait pour l'une ou l'autre capacité. Sauf que là, clairement, il y a des produits qui sont poussés, notamment par les lobbies bio, pour être validés comme engrais, alors qu'en gros, ce n'est pas du tout l'objectif de leur utilisation, elle est bien phytosanitaire. C'est un peu le problème justement notamment si vous parlez des biostimulants, de ces matériaux qui en gros vont avoir une action je dirais, générique globale, c'est-à-dire qui vont améliorer le comportement de la plante. Après, le problème, c'est que moi, ça ne me choque pas, j'allais dire, d'un point de vue conceptuel. Le problème d'après, c'est que ça va être une question de crédibilité, même commerciale. C'est-à-dire que si vous vendez ça à quelqu'un, quand vous allez lui dire que c'est un fertilisant, il va vous poser la question, mais ça fertilise, mais ça apporte combien d'azote, de phosphore, de potassium disponible pour ma production? Parce que moi, derrière, quand je vais devoir justifier que je mets tel apport pour obtenir tel rendement, il faut que je montre que, en gros, j'ai mis ça parce que j'avais calculé que j'en avais besoin pour le rendement. Et après, justement, c'est toute la difficulté de la démonstration. Je parlais tout à l'heure de multifactoriel. Déjà, sur des produits dont on peut considérer qu'ils n'ont qu'un effet fertilisant, on peut avoir des problèmes parce qu'on sait qu'ils vont apporter du phosphore, de l'azote, du potassium, mais qu'est-ce qui va intervenir comme, entre guillemets, comme composante de rendement, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce n'est pas toujours simple, statistiquement, à mettre en évidence. En plus, derrière, on a effectivement, parce que ça, dans le cadre des matières fertilisantes, on a dû l'aborder aussi, les produits ou les matériaux qui, je dirais, améliorent le contexte. Hein. Les amendements organiques, ça a toujours été vendu à ce titre-là, d'ailleurs. Bon. Et très curieusement, on s'aperçoit que quand on veut sortir du qualitatif, à savoir de l'argument, la matière organique, ça fait du bien au sol, et qu'on demande des informations du type, mais vous augmentez le temps d'accès à la parcelle de combien? C'est-à-dire qu'on améliore la structure. OK, très bien. Mais ça veut dire qu'on a combien de jours en plus d'accessibilité à parcelle? Est-ce que vous avez des essais de pénétrométrie pour montrer qu'effectivement, on a une résistance à la compaction, on a une résistance à l'écroisement du sol par rapport à tel engin? On n'a rien. On n'a aucune démonstration, j'allais dire, objective des propriétés. Et en fait, on reste toujours, j'allais dire, sur les mêmes trucs classiques qu'on connaît et dont on ne veut pas trop sortir pour justifier, entre guillemets, honnêtement, d'un produit. Mais des fois, même de façon totalement abusive. Moi, j'ai toujours considéré, entre guillemets, comme spécialiste, entre guillemets, des matières fertilisantes, que de vendre des produits normés avec les mêmes caractéristiques de normalisation pour des produits minéraux organiques, par exemple une teneur en éléments total azote en équivalent P2O5 ou K2O, que ce soit donc pour un produit minéral ou pour un produit organique, c'est aberrant. Parce que, très clairement, effectivement, les produits organiques ont des comportements en termes de minéralisation ou de mise à disposition du phosphore qui ne sont pas du tout équivalents au phosphate ou aux ammonitrates. Mais dans la normalisation, c'était comme ça. Parce que de toute façon, la question était gérée par l'azote de synthèse et par les phosphates triples et qu'il n'était pas question de sortir ou de faire autre chose. Ce qui a décrédibilisé d'une certaine façon l'organique, alors que l'organique était très efficace. Inversement, on a vu aussi du côté de l'organique des produits qui étaient présentés avec des propriétés multiples, qui avaient du mal à se prouver, parce qu'à un moment donné, quand on disait mais ça c'est dû à quoi, en fonction des interlocuteurs, c'était un effet fertilisant, un effet protecteur, un effet amendant, améliorant du sol, enfin bon, finalement c'était tout et rien, entre guillemets. Et ça, pour l'instant, le problème, à mon avis, c'est pas tant que les produits sont malhonnêtes, c'est plutôt aussi parce qu'on n'a finalement pas tant de moyens d'études que ça. Parce que quand on regarde les méthodes de laboratoire pour savoir finalement que va apporter un produit au sol ou à la plante, c'est pas si simple de pouvoir répondre.
Parce qu'on va avoir un système d'avoir des mesures objectives, c'est ça? des mesures objectives et surtout d'avoir des mesures de ce qui nous intéresse. Si vous demandez, par exemple, un protocole de libération de l'azote d'un produit, vous avez un protocole que je connais en France qui n'a même pas été normalisé, alors qui a été gardé 10 ans sous la norme XP, c'est-à-dire une norme expérimentale, et qui finalement n'a pas passé la barrière de la NFU, c'est-à-dire de la norme véritable, et qui est resté un FD, c'est-à-dire un fascicule de documentation vendu par la FNOR. Donc, vous avez certains laboratoires qui vous le proposent, vous pouvez leur demander, ils vont faire un devis, mais ce n'est pas un protocole normalisé ou reconnu comme un protocole normalisé, même s'il est fait selon un document classé FD par la FNOR. Par contre, et si vous vous intéressez à la disponibilité et à l'efficacité du phosphore dans un produit organique, alors là, vous trouverez des publications INRA ou d'anciens centres de recherche qui vous parleront d'expérimentation. Moi, je me rappelle de documents faits par Bernard Pommier dans les années 80-70 sur l'étude de la biodisponibilité du phosphore. Mais par contre, vous ne trouverez pas de protocole officiel ou normalisé ou standardisé par les différents labos pour vous démontrer que le phosphore est utilisable à temps ou à temps. Ça veut dire qu'il y a encore un bel avenir pour ceux qui vendent des solutions sans les démontrer, quoi. Après, je vous dirais que le problème, c'est qu'il y a un bel avenir, oui et non, parce que moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui étaient des pros, enfin des fanas de la fertilisation organique, qui avaient arrêté parce qu'ils ne s'en sortaient plus. On risque surtout, c'est d'avoir un effet bâton inverse. C'est-à-dire que des gens qui pouvaient être intéressés et qui vont, j'allais dire, être échaudés par 2-3 échecs, justement parce que les matériaux et les produits vendus n'ont pas tenu leurs promesses, qui vont finir par dire que c'est de la rigolade, enfin, que c'est de l'escroquerie, qu'il ne faut plus du tout en parler. Et inversement, qui vont bouder des matériaux qui, certes, peuvent quand même être assez intéressants. Moi, j'ai eu le cas avec un agriculteur de Charente-Maritime qui a utilisé pendant 20 ans sur une même parcelle alors, des composts divers, variés, des fumiers, etc., qui finissait par me demander, qui était venu à une formation presque en pleurant, en disant qu'il voulait continuer à y croire, mais qu'il ne s'en sortait pas sans fertilisation minérale sur cette parcelle quand il faisait du blé. J'ai été faire un test justement de minéralisation azotée, puis on a vu qu'effectivement, sur les 15 premiers jours d'incubation, donc ce qui correspondait en équivalent en Charente-Maritime aux 3/4 du cycle de développement, pendant les 15 premiers jours d'incubation, il était en négatif. Donc pendant les 3 premiers quarts de cycle de développement de son blé, son sol absorbait de l'azote. Donc, j'ai pu le rassurer en lui disant qu'il fallait qu'il arrête les composts, qu'il prenait des engrais organiques, enfin qu'il prenne véritablement des engrais organiques, et puis d'ici 2 ans, 3 ans, en fait, tout l'apport organique qu'il avait pu faire avec ces amendements, il allait en tirer le bénéfice, mais qu'il fallait qu'il arrête d'apporter des amendements pas assez mûrs. Intéressant. C'est super intéressant. Par contre, ça veut dire aussi que si on ne veut pas dégoûter les gens, il va falloir être sélectif sur cette méthode-là. C'est-à-dire qu'en gros, on mette bien en évidence des amendements qui ont démontré leur efficacité et qui ne sont pas, entre guillemets, à coup sûr, mais qui laissent pas la place. Parce que si on est trop lâche, si on laisse passer trop de choses, en fait, on risque de créer autant de gens déçus qui reviendront pour le coup, qui s'éveilleront. C'était un peu la raison de notre présence dans le projet, en fait. Parce qu'on avait l'intention, en tant que chambre aussi, de voir un petit peu le niveau de sérieux de ce que les autres partenaires européens pouvaient proposer. Alors, il y a des gens qui nous ont convaincus, et il y a des gens qui nous ont moins convaincus. Clairement, il y a des études et il y a des travaux, enfin, ou en tout cas des essais qui ont été mis en place, notamment par nos collègues de Belgique ou des Pays-Bas, qui sont assez convaincants en tant que tels. On sait bien qu'ils sont là parce qu'ils ont leurs effluents à vendre, hein, ils ont leurs effluents à déstocker, si j'ose dire. On en est conscient, mais on peut effectivement voir qu'il y a quand même un travail qui a été fait du point de vue agronomique pour vérifier, etc. Et c'est des produits qui pourraient, même s'ils ne sont pas encore autorisés sur le marché français, parce que justement, ils n'ont pas suivi la procédure française, au titre de ce règlement, je pense que ça peut être des produits intéressants pour des exploitants français. Puis il y a d'autres produits, je ne citerai pas, qui sont
j'allais dire qu'ils font l'objet plus d'une présentation très commerciale, très pub, que véritablement convaincante sur le plan technique. Mais je pense que les agriculteurs qui regarderont les fiches, notamment français, ils verront très vite la différence, parce qu'ils verront là où on a effectivement des considérations techniques qui sont bien présentées, même quand elles montrent qu'éventuellement on peut discuter sur la catégorie de tels matériaux comme engrais, comme amendement, etc. Prendre en compte la valeur fertilisante, la valeur neutralisante éventuellement, si c'est quelque chose de minéral ou pas. Enfin, il y a des considérations qui peuvent être sujets à débat, mais qui n'empêchent pas l'intérêt du produit. Puis il y a d'autres produits où éventuellement il y a un potentiel intéressant, mais qui reste encore un peu flou et qui devrait être démontré. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que notre réglementation nationale, elle ne nous facilite pas la tâche à ce niveau-là, parce qu'elle est très protectrice, c'est vrai, mais en même temps, on peut difficilement travailler pour mettre en avance des propriétés. Donc, à moins d'avoir une gigantesque serre et des bacs avec des supports de culture partout pour faire les choses de façon totalement contrôlée, c'est pas simple, effectivement, d'avoir un avis sur l'ensemble des matériaux, des produits, des produits qui pourraient être proposés par nos partenaires européens, c'est clair. Et ça, à mon avis, ça va être aussi une grosse révolution culturelle pour l'administration française, parce qu'elle va se retrouver d'un seul coup avec éventuellement une certaine quantité de matériaux qu'elle n'a pas trop l'habitude de voir circuler, et puis là, elle n'aura pas le choix, quoi. Elle ne pourra pas rester sur une prudente réserve en nous balançant qu'ils attendent les avis de l'ANSES et la décision finale suprême de l'ANSES. À un moment donné, il y aura probablement des produits qui vont commencer à circuler. Voilà, ce sera... Ou alors ils les bloqueront tant qu'ils ne pourront pas avoir. On a bien eu des réponses du ministère nous disant que comme on était en train de développer les ventes aux États-Unis, que en gros, avec les essais qu'on avait fait de vente sur 4 conteneurs, ils n'arrivaient pas à suivre, donc il fallait qu'on arrête de vente aux États-Unis. Ouais, mais là, j'allais dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, par contre, ce sera les règles de l'espace Schengen, ça va être les règles du marché commun, donc ils peuvent toujours essayer de temporiser, de ralentir. Ouais, c'est ça. Après, je pense que la Commission européenne, elle sera aussi très sensible à ce qu'elle prendra pour du protectionnisme plus ou moins déguisé, quoi. Parce que quelque part, comme le règlement finalement se présente sous la forme d'une espèce de catalogue de normes, en fait, c'est-à-dire de catalogue de fiches avec les caractéristiques pour chaque catégorie de produits fonctionnels. La question, c'est qu'est-ce qui vous pose problème dans ces critères? Vous avez mieux, vous n'avez pas ou qu'est-ce qui... Et donc, il faudra pouvoir démontrer qu'effectivement, un cas de produit de catégorie fonctionnelle de produit ne serait pas conforme par rapport à la réglementation française. À mon avis, c'est pas simple, c'est casse-gueule comme démarche, quoi. J'ai une dernière question qui est peut-être un petit pas hors sujet, mais un petit peu décalée. Là, on parle de flux de matières de ce type-là et de flux transnationaux, internationaux. Est-ce il y a une cartographie des ressources disponibles européennes et notamment des endroits où il y aurait on imagine bien les excédents aux Pays-Bas et puis en Belgique, mais les zones avec gros excédents, les autres, j'imagine que ça doit être fait quelque part et autre, parce que derrière ça, il y a des flux potentiels. Alors, entre les disponibilités et ce que vous êtes en train de décrire, la validation de certains amendements plus que d'autres. Alors, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a déjà effectivement des travaux qui avaient été faits. Il y a, on va dire, un gros travail de mise à jour et puis de récapitalisation de ces travaux. La difficulté, c'est que la vision au départ, elle est un petit peu primitive. C'est-à-dire qu'effectivement, les attentes Commission européenne, c'est d'avoir une idée un peu à la pôle électrique, c'est-à-dire où sont les plus, où sont les moins. Finalement, des moins, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que soit on est sur des... Alors, on peut avoir des moins, mais qui ont un caractère, de développement économique. C'est-à-dire qu'on a des pays, en particulier en pays sur la partie est de l'Union européenne, où, pour des raisons économiques, on a des pratiques de fertilisation qui sont moindres. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes quantités utilisées pour des raisons économiques. Ce n'est pas pour autant que
le marché des fertilisants biosourcés sera plus disponible pour ces gens-là, pour les mêmes raisons économiques. Et puis les pays, la France, c'est un pays qui est très convoité comme futur marché, ça c'est clair, ça, on a compris très vite vis-à-vis des autres partenaires. Le problème, c'est qu'en France, on n'est pas un pays en attente. Parce qu'en fait, pour moi, la question, c'est de savoir si on va pouvoir réussir la substitution du minéral par l'organique. Mais à la limite, je vais même inverser la problématique. Parce que la problématique, c'est qu'en France, on a déjà un niveau de recyclage de l'organique qui est assez important. On doit être à 80% pour les bouts d'épuration. On est entre guillemets à 100% pour les effluents d'élevage. On a le cas très particulier de la Bretagne, parce qu'effectivement, c'est un modèle de développement agricole hors sol, qui a été hors sol pendant un certain temps, un peu sur le même modèle d'ailleurs que les Pays-Bas ou la Belgique, mais c'est un cas très spécifique en France. Hein. C'est pas du tout même pour des régions d'élevage chez nous, on a des régions d'élevage, je prends la Nièvre, je prends le Massif central, les massifs montagneux, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et finalement, le reste de la France, on va avoir une partie très orientée grande culture céréales avec le quart nord-est. De toute façon, c'est le minéral qui domine. Et puis, toute la partie en France où on est encore en polyculture élevage, on a un taux de recyclage qui est très bon. Bon. Là où effectivement la stratégie gouvernementale veut jouer, c'est sur la partie des biodéchets, mais urbains, d'origine urbaine. Tout ce qui est les déchets issus de l'alimentation, de la transformation alimentaire, qui ne sont pas encore utilisés par valorisation agronomique, effectivement. Mais on a un fort taux de recyclage. Et avec ce fort taux de recyclage, à l'heure actuelle, quand on voit de l'organique dans les plants de fertilisation, on est à une fraction sur 3 ou sur 4. C'est-à-dire qu'on va être à 25, peut-être 30% d'organique. Moi, la question, c'est que si on veut suivre effectivement les orientations stratégiques de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne, comment on va faire pour trouver les 70% autres? Développer l'élevage. Voilà. Mais ça veut dire qu'il va falloir développer un élevage, j'irais à la belge ou à la hollandaise, c'est-à-dire hors sol, pour faciliter la production. Non, mais je le dis en rigolant, moi je suis un ancien éleveur, donc ça me parle tous ces aspects élevage, mais là maintenant je travaille dans les fruits et légumes. Aujourd'hui, on voit bien le modèle dans les fruits et légumes qui est mis en avant, c'est le modèle serre. Oui. C'est-à-dire intensification sur une zone donnée pour libérer l'espace par rapport à la biodiversité. Donc, sur l'élevage, je ne vois pas pourquoi ça ne prendrait pas la même chose à partir du moment où c'est... Après, il y a la question conditions animales qui rentre en ligne de compte, mais en termes de maîtrise des ressources et du recyclage, le bien-être animal, c'est autre chose. De toute façon, même parce que quand on regarde, quand on analyse un peu la teneur de la rhétorique ou de la sémantique qui apparaît dans les rapports européens, très clairement, on va mettre en avant, même si ce n'est pas mon modèle personnel, l'élevage à la danoise ou à la hollandaise est quand même fortement mis en avant comme une réussite, je dirais même de nature économique. En gros, c'est ça encore, ça reste encore l'élevage moderne. Et je crains que l'image de l'éleveur polyculteur, donc le paysan encore un peu traditionnel français, ce n'est pas quelque chose qui, à mon avis, est très partagé ou en tout cas qui est connu même, reconnu. C'est pas la norme européenne, en tout cas. Non, c'est pas la norme européenne. Et en plus, j'allais dire, si c'est une image qui persiste, elle va être associée plutôt aux pays de l'Est, et c'est plutôt effectivement l'image d'un retard de développement ou d'un retard économique et agricole, en fait. Alors que, quelque part, quand on regarde justement du point de vue de l'économie circulaire, j'ai eu l'occasion justement, dans le cadre du pacte de confiance, de participer à des réunions avec des gens d'INRA qui nous mettent en avant que finalement, le meilleur modèle, c'est le modèle polyculture éleveur, parce que c'est celui, effectivement, où on a le plus de cycles entre les différents éléments. C'est là où on arrive à faire passer l'azote des animaux vers la production végétale vers les animaux, avec quand même un petit flux vers les humains. Il en faut quand même, mais voilà, c'est le meilleur modèle durable. Et moi, j'étais à leur dire, c'est bien de le dire maintenant, parce qu'il serait temps d'inverser la tendance, parce que c'est quand même difficile maintenant de rendre le modèle polyculture élevage intéressant, parce que c'est probablement le modèle qui a le plus d'ateliers, qui a le plus d'emmerdements, et qui a finalement le moins de satisfaction économique ou professionnelle. Donc voilà, j'irais même maintenant les éleveurs qui veulent faire de l'élevage de précision, ils auront une tendance à s'orienter sur l'élevage, parce qu'il va falloir qu'ils investissent dans des moyens technologiques importants, et ils seront amenés à faire un choix entre l'élevage ou le végétal, quoi.
mais ça va être difficile de se payer un tracteur suivi par satellite et de se payer un robot de traite. Donc, à un moment donné, il faudra choisir l'un ou l'autre. OK. Merci. Autre question? Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Je dirais que nous avons terminé et je vous remercie vraiment pour avoir participé à cet atelier. Et merci Jean-Philippe, c'est toujours super intéressant ton présentation. Et merci à vous, monsieur. J'ai une dernière, avant que vous écorchiez mon nom, mais Oui. j'ai une dernière question. Est-ce que Monsieur Bernard autorise à ce que vous me passiez son mail? Parce que j'aurais bien voulu avoir son contact pour d'autres Oui, choses. Oui, il m'autorise. Je vous oui, envoyer tout de suite après la fermeture de l'atelier. Pas de problème. pas de problème de mon côté non plus. Merci beaucoup. Merci. Merci encore et je vous souhaite bon après-midi. Bon Merci à vous après-midi à aussi. tous. Au Au revoir. revoir les Zelda. À bientôt. À bientôt. Ciao.